Ah, mais j'avais le signal de OBS par contre. Bonne question, finalement, bonne question. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette deuxième soirée de la semaine de la pêche à la mouche présentée par Saumon Québec, la marque de commerce de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Alors, ce soir, ça me fait plaisir d'être votre animatrice. Je me présente Myriam Bergeron. Je suis la directrice générale de la FQSA. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Pour commencer, donc, j'en profite pour remercier encore une fois nos précieux partenaires, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Yeti, les Mouches Neptune, Timber and Fins, la Distillerie de Québec, ainsi que WSP. Ce soir, ce sera une soirée sous le thème scientifique. Donc, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir et en apprendre davantage sur le saumon. On aura d'ailleurs Alexandra Derry et Antoine Gagnon-Poiré qui vont nous présenter le saumon et son habitat, donc différents enjeux, ainsi qu'on aura le plaisir d'accueillir Richard Brunet de la firme WSP qui va venir nous présenter le projet des barrières de décompte que vous avez peut-être vu sur les rivières à saumon dans les dernières années. N'hésitez vraiment pas, durant toute la soirée, vous pouvez utiliser le chat, poser des questions.
Vous pouvez interagir avec nous, ça va nous faire plaisir. On va poser également les questions à nos invités lors de leur présentation. Mais avant tout ça, on va commencer par le petit plaisir de la soirée, en tout cas pour moi. On a la chance d'accueillir Christophe Légas, qui est de la Distillerie de Québec et qui vient nous présenter pour cette semaine un cocktail à chaque soirée. Donc, bienvenue, bonjour Christophe. Bonjour Myriam. Ça va bien? Ça va très bien. Il annonce froid cette nuit, fait que j'ai choisi mon cocktail en conséquence. Super, super. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Écoute, il annonce moins 25 la nuit prochaine, fait que là j'ai dit, là il faut que je mette un peu les gens dans l'ambiance, il faut aussi d'un peu se réchauffer les esprits. Ce que je vous présente ce soir, c'est la version québécoise d'un cocktail classique des Antilles qui s'appelle le Tea Punch. Oh. Le Tea Punch, c'est quoi? C'est un cocktail qui a été inventé en 1848, faire un 5 minutes d'histoire, même pas. À ce moment-là, sur l'île de Marie-Galante, il y avait un décret qui a aboli l'esclavage. Okay. Puis dans les Antilles, qu'est-ce qui pousse? Bien, de la canne à sucre. Ils produisaient donc de la canne à sucre. Puis qui vient avec la canne à sucre vient le rhum, parce que le rhum, c'est un alcool qui est fait à partir du sucre. Apparemment que suite à l'abolition de l'esclavage, ils ont fait la fête pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ont mélangé le sucre avec le rhum dans les barils, puis ça a créé un cocktail qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle le Tea Punch. OK, c'est merveilleux. Donc, c'est ça qu'on fait revivre ce soir, mais on fait une version québécoise. OK. Donc, au lieu de prendre du sucre de canne brut comme les recettes classiques nous le proposent, on le fait avec un petit peu de sirop d'érable. Donc, ça ajoute un petit peu la touche de sucré. Puis, on le fait avec notre rhum Saint-Roch, qui est un produit de notre distillerie. C'est un rhum qui est fait à partir de sucre de canne biologique et de mélasse. Donc, avec un vieillissement en fût de Bourbon pendant 1 an et demi à 2 ans. Autre particularité, c'est un rhum pour lequel il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de sucre ajouté, puis il n'y a pas de colorant. Donc, on est vraiment sur un rhum sec, un petit peu plus proche, je te dirais, de la tradition des rhums agricoles. Okay. Bien que les rhums agricoles, c'est fait à partir du jus de la canne à sucre. Donc, au Québec, on oublie ça. La recette, c'est quoi? C'est fort simple. On peut faire ça à la maison, ça ne prend pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on commence avec 2 onces de rhum. Et de 1 et de 2. Est-ce que ce rhum-là, c'est un produit qui est disponible depuis longtemps dans les SAQ? C'est un produit qu'on a sorti il y a 1 an. Okay. Il est en rupture de stock, comme ce soir, présentement, il est en rupture de stock. On envoie 40 caisses à la SAQ. Donc, pour les amateurs, c'est un produit, surveillez-le, qui va apparaître là, dans les prochaines semaines, dès que ça va être libéré des entrepôts. On en a toujours à la distillerie, comme de raison, c'est notre meilleur vendeur. Puis là, on travaille pour augmenter la production parce que c'est un produit qui est populaire. C'est merveilleux. Donc, pour un public avisé, on va tous passer vous voir pour aller s'en chercher. Ils sont les bienvenus. Donc, on rajoute une demi-once de sirop d'érable. Okay. On brasse un peu. Donc, ça fait une variante là, comme cocktail de rhum à la place de faire le rum and coke traditionnel. On se lâche un peu super bon déjà. Assez vite. Et puis, le côté des Antilles, on retravaille encore la lime. Fait qu'on vient tout simplement presser 2 quartiers de lime. C'est un cocktail qui se sert traditionnellement sans glace. Okay. Donc, on peut le faire avec du rhum blanc, du rhum de différentes... Mais bien évidemment, avec ce rhum-ci, ça va être la meilleure version. Ça va être la meilleure version. Donc, santé, c'est l'heure d'apéro. Wow! Merci beaucoup. Je vais faire santé, président. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. C'est peut-être un peu dangereux, justement, c'est très bon, mais effectivement, ça va nous réchauffer pour cette belle nuit à moins 25. Merci vraiment beaucoup. C'est délicieux. Je vous le reconseille à tout le monde. On prend bonne note de ce produit. Merci vraiment beaucoup de ta présence. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine partie de la soirée.
Donc, il va y avoir Alexandra Derry, qui est notre chargée de projet biologiste à la FQSA, qui va nous présenter le saumon et ses habitats et qui sera accompagnée d'Antoine Gagnon-Poiré, qui est notre autre chargé de projet en foresterie et géomatique, qui va l'accompagner. Fait que je leur souhaite les bienvenus. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, aujourd'hui, notre présentation va parler, comme Myriam l'a dit, de l'habitat du saumon. Mais en fait, on va plus spécifiquement parler des enjeux qui ont attrait à leur protection, puis qui sont en lien avec notre roi des rivières. Donc, sans plus attendre, voici la présentation. Donc, j'imagine que je ne vous apprends rien en vous disant que le saumon vit une grande partie de sa vie en rivière. Toutefois, le territoire à protéger pour assurer la bonne qualité de son habitat va beaucoup plus loin que la simple rivière dans laquelle il grandit et revient se reproduire. En raison de la grande mobilité de l'eau, la saine gestion des milieux aquatiques est en fait très complexe et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, la rivière qui coule et qui traverse le paysage fait partie d'un plus grand ensemble qu'on appelle l'écosystème. En écologie, on va définir un écosystème comme un environnement ou une unité écologique de base qui comprend aussi les organismes qui y vivent. Donc, la forêt, la montagne ou la rivière, par exemple, sont tous des exemples d'écosystèmes. Définis comme ça a l'air quand même assez simple. Sauf que la réalité, c'est que c'est plus complexe puisque les limites de chacun des écosystèmes ne sont pas fixes et que tous les organismes sont finalement en relation les uns les autres. Donc, nos limites administratives ne permettent pas de décider de gérer tel ou tel écosystème comme on voudrait parce qu'ils vont se chevaucher et se côtoyer, comme on peut bien le voir sur la figure ici. En plus, on peut aussi voir qu'on ne retrouve pas seulement des plantes et des animaux, mais l'être humain fait partie intégrante de nos écosystèmes et on retrouve donc une multitude d'usages et d'utilisateurs au travers de ces environnements-là. Par exemple, la rivière, on va y trouver plusieurs activités différentes comme les compagnies forestières, les gens qui veulent profiter des activités offertes ou les gens qui vont vouloir aller marcher, faire du vélo, se baigner, pêcher. On va aussi retrouver des maisons ou des chalets. Parfois, la rivière va traverser des champs agricoles. Parfois, elle va traverser des villes, des zones plus urbaines. On peut y retrouver des ponts ou des barrages. Puis en fait, toutes ces infrastructures-là, tous ces utilisateurs-là vont avoir différents impacts sur les habitats. Puis en plus, il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe dans le haut de la rivière va aussi avoir un impact sur tout ce qui se trouve plus bas de la rivière. Donc, pour faciliter la gestion, et plus particulièrement les écosystèmes aquatiques, il y a eu la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant qui a été adoptée en 2002 via la politique nationale de l'eau. Donc, la réforme de cette gouvernance de l'eau-là a fait en sorte que maintenant, les organismes vont utiliser la gestion par bassin versant, donc la gestion de l'eau, comme on peut le voir ici, qui va comprendre tout le territoire au lieu de seulement les écosystèmes. Mais pour comprendre cette forme de gestion-là, il faut d'abord comprendre ce qu'est un bassin versant. Donc, le bassin versant, ça désigne un territoire qui est délimité par des lignes de hautes eaux, donc comme les petits points rouges sur la figure, puis qui va être constitué en fait des sommets qui séparent les directions d'écoulement des eaux de ruissellement, les petites flèches. Donc, toutes les eaux vont s'écouler vers un même point qu'on va appeler l'exutoire. Puis, on a un cours d'eau souvent qui va commencer en hauteur, qui va s'écouler et au fur et à mesure qu'il s'écoule, il va récolter l'eau des autres rivières, donc ça va devenir des affluents et tout ça va terminer sa course complètement dans le bas ou le fleuve, par exemple. Donc, une gestion intégrée de l'eau, ça va tenir compte de tout ce qui se passe dans le bassin versant, ce qui veut dire autant les activités naturelles que les activités humaines. Donc, en ce sens, les sols, la végétation, les animaux et les êtres humains vont tous faire partie du bassin versant. La gestion par bassin versant, c'est donc une forme qui est beaucoup plus cohérente de gestion avec le vivant aquatique,
puisque contrairement aux écosystèmes comme on a vu tantôt, ça prend en compte les impacts cumulatifs sur l'ensemble des systèmes de même territoire. Donc, en 2002, le Québec a été divisé en 40 zones de gestion intégrée des ressources en eau, les JBIEV. Puis pour chacune de ces zones-là, on a déterminé un organisme qui en fait la gestion, qu'on appelle les organismes de bassin versant. Puis dans chacune de ces zones-là, on va retrouver d'autres sous-bassins qui aident encore plus à faire la gestion de façon minutieuse du territoire. Donc cette approche-là permet de mieux établir les priorités d'action en tenant compte des impacts cumulatifs sur le milieu. Ce que ça représente au Québec, au niveau du saumon, c'est qu'environ 2 % des rivières sont déclarées comme rivières à saumon. Ça peut sembler peu, mais quand on regarde la superficie en lien avec les bassins versants, on se rend compte que ça représente vraiment beaucoup de territoire qui est protégé. Puis là, on entend tout le temps que c'est important de protéger l'environnement, mais pourquoi ça serait particulièrement important de protéger les bassins versants puis le saumon aquatique? Le saumon atlantique, pardon. En fait, le saumon, c'est ce qu'on va appeler une espèce parapluie. Donc, une espèce parapluie, c'est le nom qu'on va donner à une espèce dont l'impact sur l'écosystème est démesurément grand par rapport au nombre d'individus qui sont présents. Ce que ça veut dire, c'est que quand on met des efforts pour le protéger, on va mettre systématiquement des efforts pour protéger toutes sortes d'autres espèces, qu'elles soient aquatiques ou non. Donc, au Québec, comme vous avez vu sur la carte tantôt, c'est 110 rivières qui possèdent des caractéristiques uniques et dont le patrimoine est d'une très grande valeur. Ça peut sembler une petite proportion, mais quand on protège une rivière à saumon, comme j'ai dit, on protège l'ensemble de son bassin versant. Mais, évidemment, ce n'est pas tout. Puisque c'est un grand migrateur, le saumon il permet de protéger bien plus que les rivières, parce que son cycle de vie lui fait parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, en plus de l'habitat immédiat des rivières, on va aussi aller protéger les berges, le fleuve, l'estuaire, puis plusieurs habitats marins qui vont, dans le fond, tous profiter du statut spécial d'espèce emblématique et donc de sa protection. Donc, la protection d'une espèce comme le saumon atlantique, ça permet aussi de faciliter les suivis des populations puis la mise en place de mesures pour sa protection. Puis d'ailleurs, au Québec, on a vraiment un bon programme de suivi pour le saumon atlantique. Puis avec les changements climatiques qui apportent actuellement beaucoup de questionnements par rapport au futur de plusieurs espèces aquatiques, bien, ça permet de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe ailleurs. Parce que de tous les salmonidés, ce qui inclut aussi nos truites, les saumons sont les plus sensibles aux changements de température et à la présence de contaminants. Ils ont des besoins de qualité d'eau qui sont très élevés. Donc, on peut se servir des rivières à saumon comme barème pour anticiper un peu ce qui pourrait arriver sur d'autres rivières et qui pourrait affecter d'autres espèces aquatiques. Donc, l'étude de la protection des rivières à saumon peuvent servir de parallèle aux scientifiques pour se préparer au changement climatique et protéger donc d'autres espèces qui seraient à risque dans le futur. Si on revient un petit peu plus à notre échelle de saumon et à la rivière, on va retrouver 4 principaux types d'habitats qui sont utilisés par le saumon. Ça va vous permettre de comprendre un peu la complexité de nos rivières. Donc d'abord, nos juvéniles, qui sont les saumons qui ont entre 1 et 3 ans de vie, ils vont utiliser les tributaires et d'autres sections du cours d'eau principal pour aller se nourrir et se cacher des prédateurs. C'est ce qu'on va appeler les aires d'alvinage et de taconnage. Ensuite, on a des saumons adultes qui, lorsqu'ils reviennent pour la période de reproduction, vont utiliser les fosses soit pour se reposer ou en attente de l'automne. Puis ces secteurs-là, ça va être les sections qui sont les plus profondes sur une rivière, qu'on va souvent trouver dans le creux des méandres, un petit peu après les sections plus rapides. Ensuite de ça, on va avoir les espaces de reproduction, soit les frayères. Ça, c'est les adultes qui vont utiliser à l'automne, justement. Puis c'est des endroits que les roches, les graviers sont d'un petit peu plus petite taille pour permettre à la femelle de pouvoir pondre ses œufs. Puis finalement, on va retrouver les refuges thermiques, qui sont des zones où l'eau demeure fraîche en permanence puis qui vont permettre aux saumons de survivre durant les grandes chaleurs estivales. On peut voir sur la figure à gauche qu'il y a un petit bras, un tributaire, dans le fond, qui apporte de l'eau fraîche. Puis ça va permettre de refroidir des sections que les saumons vont rester dedans. Puis c'est facilement détectable après ça par imagerie thermique. Souvent, par contre, quand on va parler de menaces à la qualité des habitats, c'est plus souvent autre chose les activités humaines à quoi on va penser puis qui vont venir modifier le territoire. Puis c'est ça qui peut avoir des impacts significatifs sur la qualité et la quantité d'eau. Donc, si vous voyez ici le milieu qui est naturel, quand on ajoute les activités humaines, ça modifie quand même beaucoup les environnements. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne devrait pas trouver d'activités humaines sur les bassins versants des rivières à saumon.
C'est plutôt la façon qui est faite l'aménagement du territoire puis la réglementation qui va entourer tout ça qui peut faire en sorte qu'on va avoir des problématiques ou non. Au niveau des rivières à saumon, on pourrait penser que c'est les zones urbaines qui sont les principaux secteurs à surveiller. Sauf que, si on regarde un peu sur la carte ici, les zones urbaines vont surtout se trouver aux embouchures des rivières. Et c'est surtout des lieux de passage pour les saumons lors de leur migration. En fait, c'est plus les enjeux du milieu forestier qui peuvent avoir le plus de préjudice pour les habitats du saumon, puisque la majorité des bassins versants des rivières sont en milieu forestier. De plus, c'est souvent en amont qu'on va retrouver la plus grande portion d'habitats d'importance, soit les habitats de reproduction, les frayères et d'alimentation pour les jeunes que je vous ai parlé juste avant. Ce qui est important dans le fond, c'est que l'ensemble des usagers et des utilisateurs soient concertés dans la planification du territoire, puis c'est pourquoi c'est primordial d'avoir des règles et des règlements pour s'assurer de la bonne pratique de ces activités-là. Toutefois, clairement, ça reste un défi de taille, en particulier avec l'évolution constante des pratiques, des études, puis avec l'arrivée des changements climatiques. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Antoine, qui va vous donner un petit peu plus de précision face aux enjeux forestiers en lien avec les rivières à saumon, puis des différents projets dans lesquels la FQSA est impliquée dans les dernières années et qui sont à venir. Alors bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour faire un bref survol avec vous des principaux enjeux forestiers qui touchent spécifiquement les rivières à saumon et pour lesquels la FQSA et ses collaborateurs sont très à l'affût. Alors retournons tout de suite à notre présentation. Alors les activités forestières ont des impacts sur l'habitat du saumon, mais peuvent avoir également des activités sur l'expérience de pêche. Imaginez-vous d'ailleurs dans ce paysage magnifique. Les saumons marsouinent, il y a des nœuds dans votre bas de ligne, vous voulez le changer. Alors là, vous vous installez pour faire votre fameux nœud du chirurgien, puis derrière vous, vous entendez retentir des machines qui exploitent la forêt, vous entendez des machines qui font la réflexion de chemins forestiers. On parle aussi quand on parle d'expérience de pêche, on parle aussi de préservation des paysages naturels. Donc c'est très important ça, les paysages naturels pour l'expérience du pêcheur. Alors, ce dérangement-là, c'est non voulu. C'est pourquoi la FQSA s'implique et se donne aussi comme mandat de protéger les paysages naturels et aussi de s'intéresser à l'harmonisation des usages en milieu forestier. Mais je vous ai bien eu, aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. On va plutôt s'attarder ce soir aux impacts des activités forestières en lien avec les enjeux forestiers qui ont un impact sur la conservation et la protection du saumon et principalement sur son habitat. Comme on le remarque très bien sur la photo que vous avez à l'écran, les bassins versants des rivières à saumon regorgent de ressources forestières que convoite l'industrie, mais ces forêts-là sont au cœur de l'écosystème. Donc, si on les modifie, ça a une répercussion directe sur la rivière. Donc, pour le premier enjeu qu'on va aborder ce soir, c'est le niveau de récolte dans les bassins versants. On entend souvent le terme AEC, donc qui veut dire aire équivalente de coupe. Cela correspond à la superficie des bassins versants qui est déboisée par la récolte ou par les perturbations naturelles. Ici, d'ailleurs, on a un bel exemple sur la photo de la ligne de partage des eaux qui va délimiter un bassin versant. Donc, toutes les gouttes d'eau qui vont tomber, qui vont ruisseler à l'intérieur de ce pan de montagne vont s'écouler vers la rivière. Donc, s'il y a de l'exploitation forestière sur ce versant-là, elle aura un impact direct avec la rivière. L'exploitation forestière a un impact majeur sur le sol forestier, comme on l'observe très bien sur cette image satellitaire. Lorsque la forêt est récoltée, donc le sol est dénudé, il devient beaucoup plus sensible au processus d'érosion et de ruissellement. Parce que la végétation, les feuilles par exemple, ou les branches vont avoir une capacité de retenir, de ralentir l'eau des précipitations et son ruissellement. En plus, le passage de la machinerie, comme on le voit très bien sur l'image, ça crée des roulières. Ça favorise des processus de compaction du sol et d'érosion. Donc, suite à une coupe, l'eau est maintenant libre de circuler plus facilement et plus rapidement, ce qui engendre l'augmentation des débits de pointe dans les cours d'eau et dans la rivière principale. Et ça provoque l'apport de sédiments externes dans les cours d'eau, et ça, on ne veut surtout pas ça. Parce que cet apport de sédiments-là peut mener à des modifications du lit de la rivière en raison des débits de pointe. Par exemple, quand les crues augmentent rapidement, la rivière va avoir une capacité d'érosion puis une capacité de transport sédimentaire très accrue. Ça peut aussi avoir pour effet de faire de remplissage de fosses, donc une perte de profondeur. Ça peut même avoir effet de colmater les frayères, qui sont des zones où le sédiment est assez grossier, où il n'y a pas de sédiment fin. Donc, l'apport de sédiments fins dans ces zones-là
va venir colmater ces interstices qui sont essentiels à l'apport d'oxygène dans l'eau pour les œufs qui sont déposés par les saumons. Il existe heureusement des normes générales qui sont établies pour limiter le niveau de coupe dans les bassins versants. On peut pas exploiter plus de 50% de la superficie des bassins versants qui font plus de 100 km². Et on ne peut pas non plus exploiter plus de 30% de la superficie des bassins versants qui sont de 20 à 40 km². Cependant, ça peut porter à confusion par moment. Si on prend par exemple l'image qui est à l'écran ici, superposée sur l'image satellite, et bien, puis on suppose que c'est un bassin versant de 100 km², mais ça voudrait dire qu'on a le droit d'exploiter 50% de cette superficie-là. Mais si on regarde attentivement, la moitié du bassin versant à droite, ça constitue un sous-bassin versant. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait le droit de récolter l'entièreté du bois présent sur ce sous-bassin versant, ce qui aurait l'impact de dénuder les sols de ce secteur-là, ce qui serait totalement inadéquat pour la protection et la conservation du saumon. Donc, c'est pour ça. Il existe certaines confusions. C'est pourquoi, de façon régionale, par exemple, il existe des mécanismes plus précis pour discuter de ces enjeux-là. Donc, par exemple, aux tables de concertation sur la gestion des ressources, en Gaspésie, bien, il y a la notion de bassin versant qui est amenée. Donc, lorsque les compagnies forestières veulent exploiter plus de 30% dans un sous-bassin versant, eh bien, cette exploitation-là et cette planification forestière-là doit être discutée à cette table de concertation. Donc, ça, c'est bien. Et les fameux changements climatiques. Donc, avec le contexte des changements climatiques, mais l'augmentation de la fréquence des précipitations extrêmes qu'on attend dans ce contexte-là, bien, on peut penser que ces normes-là vont tendre à évoluer. Hein. C'est parce que s'il y a plus de précipitations intenses, par exemple, durant l'automne, et on continue d'exploiter 50% des bassins versants, bien, ça peut mener à encore plus de sédiments dans les rivières. Abordons maintenant la notion de bande riveraine. Alors, vous voyez ici maintenant à l'écran une photo d'un pêcheur qui est en train de pratiquer son lancer préféré. On aperçoit également une route en arrière-plan qui longe la rivière, puis entre les deux, entre la rivière et la route, on voit une mince frange de végétation. On peut aussi imaginer le passage d'un 18 roues chargé de bois sur cette route-là qui va venir gâcher un petit peu l'atmosphère, disons. Hein. Puis aussi qui va créer un nuage de sédiments qui vont être levés dans les airs puis qui vont être directement déposés dans la rivière. Donc, c'est là que la bande riveraine prend tout son sens. Donc, la préservation des bandes riveraines, ça égale un effet tampon. Donc, la préservation de bandes végétalisées, comme on le voit sur la figure de droite, de part et d'autre de la rivière, bien, c'est ça, ça fait un effet tampon. Alors, ça a des bienfaits sur le cours d'eau. Alors, les racines et les branches basses vont pouvoir retenir les sédiments qui sont générés par l'écoulement, donc vont stabiliser les sols. Ça peut servir aussi de filtre à polluants et à nutriments. S'il y a trop de nutriments qui se retrouvent dans le cours d'eau, il va y avoir développement d'algues et une baisse de la qualité de l'eau. Ça peut atténuer les effets des crues, hein, les racines qui s'infiltrent dans le sol et qui viennent solidifier le sol. Alors, quand l'eau vient lécher les talus qui sont végétalisés, bien, la végétation va avoir tendance à atténuer ces effets de crue-là. Donc, ça protège contre l'érosion. Ça peut aussi limiter le réchauffement de l'eau. En créant des zones d'ombrage, hein, quand la végétation est haute, ça peut créer des zones où l'eau demeure fraîche. Et ensuite, ça maintient les écosystèmes riverains qui sont à la base de l'alimentation des jeunes poissons et des tacons, par exemple. Donc, sur la figure du bas, vous voyez, il y a des coupes d'exploitation totales ou partielles de part et d'autre de la rivière, mais il y a une lisière de boisés naturelle végétalisée qui est préservée, qui va venir un peu atténuer l'effet de ces coupes-là. Alors, c'est très important. Il existe des normes strictes et établies spécifiquement pour les rivières à saumon en territoire public. Par exemple, des bandes riveraines de 60 mètres doivent être préservées de part et d'autre du cours d'eau principal et des bandes de 20 mètres doivent être préservées sur le reste des affluents dans le bassin versant. Mais encore les fameux changements climatiques. Alors, dans le contexte des changements climatiques, où la température de l'eau est amenée à être augmentée, les refuges thermiques vont se vulnérabiliser davantage. Il sera donc essentiel dans un avenir rapproché de mieux préserver ces habitats-là. Par exemple, ici, en augmentant les bandes riveraines à proximité de ces refuges thermiques-là et leur donner un peu plus d'intimité écologique. Donc, intimité écologique, c'est peut-être un terme que je viens d'inventer à l'instant.
Passons maintenant aux problématiques reliées aux chemins forestiers et aux traverses de cours d'eau. On a ici une photo qui a été prise à l'intérieur même d'un ponceau qui est partiellement obstrué par des débris végétaux. Donc, l'état du réseau routier et des ponceaux est une problématique majeure sur le territoire forestier québécois. Le développement des chemins forestiers et des traverses de cours d'eau survenu de façon intensive durant les dernières décennies au Québec, mais ça cause une réelle pression sur les habitats fauniques. Les infrastructures mal entretenues, vieillissantes et tout simplement mal conçues sont très sensibles au processus d'érosion par l'eau, ce qui provoque encore une fois l'apport de sédiments externes dans le cours d'eau, et ça, on ne veut toujours pas ça. Souvent, les ponceaux se retrouvent obstrués par la matière ligneuse ou sont tout simplement mal construits. Par exemple, il y a une chute à l'aval, il y a une fosse à l'aval du ponceau très profonde. Le ponceau a été fait avec une forte pente, puis il y a une vitesse d'écoulement à l'intérieur du ponceau, ce qui fait que les poissons, bien, ils ne peuvent absolument pas voyager par ce ponceau-là. Donc, ça crée, ce type de ponceau-là, mal conçu ou vieillissant, crée des entraves à la libre circulation du poisson, ce qui crée directement une dégradation et une perte d'habitat. Il existe heureusement actuellement des normes assez bien établies par le MFFP pour la construction des nouveaux ponceaux. Le problème, là, dans le fond, vous voyez ici sur l'image qu'il existe beaucoup de choses à respecter maintenant pour l'installation des ponceaux. Donc, le problème réside plutôt chez les ponceaux qui ont été installés dans le passé où la réglementation était moins stricte. Ce qui nous permet de voir sur le terrain, des fois, certaines histoires d'horreur telles qu'on le marque sur l'histoire ici. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir les ponceaux, mais les deux ponceaux-là sont complètement obstrués par des sédiments de toute taille et qui ne permettent même pas l'écoulement de l'eau à travers. Donc, c'est ces ponceaux-là qui sont réellement problématiques sur le territoire et il y en a beaucoup. Il y a même des études en Gaspésie qui ont été faites récemment sur la caractérisation des ponceaux qui ont démontré que jusqu'à 80% des ponceaux dans les bassins versants ont des problématiques d'érosion et sont infranchissables pour les poissons, ce qui démontre l'ampleur de cette problématique reliée à ce type d'infrastructure vieillissante. Et je reviens, pardonnez-moi. Et ensuite, je veux encore amener le contexte des changements climatiques avec l'augmentation des précipitations. On peut imaginer qu'un ponceau extrêmement mal construit, complètement comblé de sédiments, va avoir de la misère à drainer une quantité importante d'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'attarder à la réflexion de ce type d'ouvrage-là. Bon, bien, ces trois principaux enjeux-là, ils mettent bien en lumière que les impacts forestiers sont considérables sur le territoire des rivières à saumon. La planification et l'aménagement forestier, c'est complexe, puis ça implique des mécanismes de participation et de consultation publique. Comme j'ai mentionné très rapidement tantôt, il existe des tables de concertation sur l'exploitation forestière et la planification qui servent de point de rencontre entre le ministère, les forestières et les acteurs fauniques pour discuter des enjeux du territoire. Cependant, afin que les acteurs fauniques communiquent les préoccupations et fassent valoir leurs intérêts dans ces processus de concertation-là, bien, il est essentiel pour eux de bien connaître le territoire, donc connaître les secteurs d'intérêt à protéger sur le territoire, documenter ce qui se passe et participer, s'impliquer et transmettre l'information au ministère et aux compagnies forestières pour faire bien valoir leurs intérêts. Et c'est pourquoi la FQSA, durant les dernières années, a entrepris des projets d'acquisition de connaissances sur les territoires en collaboration avec les gestionnaires de Rivière-à-Saumon et beaucoup d'autres collaborateurs. On voit ici Alexandra, lors de notre dernière mission sur les rivières Pabot, en train de caractériser cette chute. Cette chute est-elle franchissable ou infranchissable pour les saumons? Si elle est franchissable, bien, ça va nous amener à aller caractériser les habitats en haut de cette chute, sinon on va passer à un autre secteur. Donc, voici une liste des projets d'acquisition de connaissances en lien avec l'habitat du saumon qui ont été entrepris durant les dernières années avec nos collaborateurs. Donc, rapidement, c'est des projets qui nous permettent d'acquérir des connaissances principalement sur l'habitat du saumon. Donc, ces projets-là nous permettent d'acquérir des données, de bâtir des bases de données et de les partager à l'aide d'outils géographiques interactifs, par exemple aux gestionnaires, aux scientifiques et aux pêcheurs.
Et voici un bref survol de 3 projets qu'on va entreprendre dans le futur qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc, le premier projet, vous voyez un thermographe dans l'eau à gauche. Donc, c'est un projet qui est en collaboration avec des chercheurs de l'INRS, qui est sur la thermie des rivières, donc de comprendre la caractérisation des refuges thermiques et leur évolution dans le temps au sein des rivières. Parce que c'est un habitat d'intérêt, puis il n'y a pas beaucoup de connaissances qui existent actuellement sur ces habitats-là. Puis ça va nous permettre aussi d'amener de l'information très importante dans la réflexion et la gestion de la pêche en eau chaude. Il y a l'image du milieu aussi, qui représente un projet qui nous est très cher. Donc, le projet s'intitule « Minimiser l'impact des ponceaux sur l'habitat du saumon atlantique ». Donc, on a ici une carte. Tous les points que vous voyez, ça représente un ponceau sur le territoire du bassin versant de la rivière Dartmouth en Gaspésie. Donc, on voit qu'il y a des ponceaux. Il y en a à tonnes sur les bassins versants de rivière à saumon. Donc, le but de ce projet-là, ça va être de caractériser ces ponceaux-là, de voir s'ils sont déficients, de comprendre leur impact sur l'habitat du saumon et ensuite de créer un outil de réflexion pour les acteurs fauniques, à savoir quel ponceau serait à réparer en priorité. Et il y a également à droite, ça c'est une capture d'écran de notre carte interactive sur le site de la FQSA. Ça, c'est un projet qu'on a beaucoup à cœur aussi. Alors, on a toujours, avec les données qu'on a à cœur au cours du temps, de bonifier cette carte-là pour que de plus en plus, cette carte-là représente la réalité, que tout le monde y ait accès et puisse piger des données, consulter des données pour toutes les utilisations possibles. Il y a également un autre projet aussi qui est sur nos planches. Alors, je laisse Alexandra poursuivre. Donc, juste pour finir, on voulait vous parler d'une nouvelle préoccupation qui a fait surface en lien avec l'augmentation du tourisme de masse au Québec dans les dernières années. Puis, ça l'a fait vraiment beaucoup parler cet été. Donc, on peut voir vraiment un fort engouement pour la pratique d'activités récréo-touristiques sur le bord des rivières à saumon pour y pratiquer diverses activités, autant la pêche que la baignade ou le déplacement par embarcation, le canot, le kayak. Puis, au-delà des tensions puis de la conciliation de tous ces usages-là sur un même lieu, c'est vraiment les espèces qui se trouvent qui vont ressentir aussi les conséquences de cette présence humaine-là, puis qu'on ne sait pas en fait vraiment c'est quoi les impacts, même si on peut quand même s'en douter. Alors, il y a des déchets, du bruit, il va y avoir de la pression de pêche, il va y avoir du dérangement, puis ça peut avoir un impact sur les comportements naturels des espèces aquatiques. Donc, le développement durable pour la pérennité et la conservation des habitats, évidemment, nous préoccupe beaucoup. Puis, c'est pourquoi le MFFP va entamer sous peu des travaux de recherche avec des scientifiques auxquels, évidemment, on va vouloir collaborer. Puis, clairement, on est loin d'avoir toutes les réponses face à cet enjeu, mais on veut vraiment faire partie des pistes de réflexion et de solutions qui seront amenées éventuellement. Puis, autant pour cet enjeu-là que les autres enjeux qui touchent le milieu forestier et, en général, les bassins versants des rivières à saumon. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, ça va être maintenant la période des questions où je vais inviter ma collègue Myriam à venir répondre à diverses interrogations que vous avez eues durant notre présentation. Et voilà, merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Antoine. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Alexandra. Merci, c'est super intéressant. Je veux dire, vous voyez à quel point on ne chôme pas. Puis oui, effectivement, avec une espèce emblématique comme le saumon atlantique, on touche à tellement d'enjeux divers là, en lien avec la conservation des environnements naturels. Fait que voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez des questions aussi. N'hésitez pas, on nous les pose, on est là pour ça. Pour répondre à vos interrogations. J'ai notre chère responsable officielle des questions, Patricia. Oui, j'ai pas de questions. En fait, Myriam, les gens remercient Antoine et Alexandra. La présentation était très intéressante. On peut peut-être juste attendre encore quelques secondes. Gênez-vous pas à poser vos questions. Ben oui, posez vos questions. Moi, j'en ai une, Antoine. Vas-y. Antoine est chargé de projet à la FQSA depuis le mois de septembre. Donc, ça a été son premier bain de terrain saumon cet automne avec Alexandra, par chance qu'on l'avait pour pouvoir le coacher. Qu'est-ce que tu as préféré, Antoine, dans tes premières sorties de terrain de la FQSA? Ah ben c'est la liberté. Hein, le terrain, ça offre une grande liberté.
Puis moi, je viens du domaine de la géographie, donc j'avais un esprit très large. Et de travailler avec une biologiste, bien, ça me permet de me diriger vers l'espèce du saumon, puis d'en apprendre davantage là-dessus. Mais j'ai toujours aimé ça, faire du terrain. Ce que j'ai préféré, c'est la caractérisation d'habitat, parce qu'étant un pêcheur de saumon depuis plusieurs années, bien là, ça me permet de mieux comprendre son implication dans la rivière, comment il fonctionne, puis ça me rend un meilleur pêcheur, j'ai l'impression. Ah oui, c'est Donc, bon. nous, lors de nos terrains, bien, on descend la rivière en canot. On travaille fort, mais aussi ça permet, moi, avec mon aide de pêcheur, de voir des zones qui sont bien intéressantes, puis de comprendre un peu plus comment le saumon réagit là, à certains impacts, là, comme les enjeux, comme on vous a présenté aujourd'hui. C'est merveilleux, ça. Fort intéressant. Patricia, me fait signe, oui. Oui, on a une question de Jean-Philippe Turcotte. Si l'on fait faire un plan d'aménagement forestier pour un terrain en bordure de rivière à saumon, est-ce que les personnes sont au courant des normes et des bonnes pratiques pour la protection du saumon? C'est une excellente question. Je pense que dans ce contexte de cette question, on doit parler en fait d'un propriétaire privé qui fait de l'aménagement forestier sur son terrain. Je présume que oui. Ce qui est vraiment, vraiment important à savoir, puis effectivement, c'est un enjeu que là, Antoine n'a pas pu aborder parce que là, il parlait vraiment de ce qui se passe en milieu forestier public. Mais lorsque les propriétaires privés font de l'exploitation forestière sur leur terrain, c'est hyper important de se référer à leur municipalité ou leur MRC. Fait que c'est des règlements qui vont s'appliquer, là, qui vont être de nature plus régionale. Fait en général, les règlements sont plus ou moins bien connus, mais on va parler de bandes riveraines là, qui vont aller d'à peu près de 10 à 20 mètres selon les MRC et selon les municipalités. Mais la FQSA s'attarde beaucoup au projet de sensibilisation. Donc, les propriétaires riverains, en tant que bons citoyens et riverains, sont amenés à s'intéresser à ça aussi puis à respecter l'environnement. Donc, c'est un peu, dans le fond, le rôle de chacun de s'y intéresser puis de s'informer par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que les compagnies d'aménagement vont quand même être aux normes là, de ça. Merci. On va passer avec une prochaine question de François. Quelles sont les ressources de financement pour chacune des rivières pour faire des diagnostics? Dans le fond, vos projets de recherche, c'est financé de quelle manière? Ah ben vas-y, Myriam. Ouais, Parfait. Bien, c'est certain que la grande majorité de ces projets sont financés par des bailleurs de fonds de différentes envergures. Je dirais que pour la majorité des projets, que ce soit pour nous, que ce soit pour les organismes gestionnaires de rivières, la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, la Fondation de la faune sont des bailleurs de fonds extrêmement impliqués dans ces enjeux-là. Sinon, bien, il y a des programmes qui sont régulièrement développés, que ce soit du côté du ministère de l'Environnement ou encore des programmes fédéraux qui sont développés. C'est certain que pour des citoyens, des pêcheurs qui voient des enjeux, bien, le plus important, en fait, c'est de vous référer à l'organisme gestionnaire de rivière, qui souvent, ça va être l'organisme qui va être admissible pour pouvoir déposer des projets puis faire les travaux. Donc, c'est merveilleux. Écoutez, merci beaucoup de vos questions. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié parce que je vois, oui, on a reçu des beaux merci. Merci à vous. Puis c'est même pas terminé. Merci, Antoine. Bien, ça fait plaisir. J'ai quelque chose à rajouter. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent chez nous. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. On essaie d'être plus présents puis de vous informer des différents projets qu'on entreprend. Donc, vous allez voir des belles choses passer. Bien, c'est excellent. Merci beaucoup, Antoine. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir poursuivre avec notre prochaine invitée parce que, comme je vous disais, c'est même pas terminé. On a notre cerise sur le Sunday. On a le grand plaisir d'accueillir Richard Brunet de la firme WSP, qui est un biologiste qui travaille pour cette firme depuis de nombreuses années et qui va venir nous présenter un projet fort intéressant, les barrières de décompte, que vous avez peut-être vu sur différentes rivières et peut-être même suivi sur les réseaux sociaux. Donc, salut Richard, ça va bien? Salut Myriam, ça va très bien. Toi?
Ben oui, ça va merveilleusement bien. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant de t'entendre. Là. Écoute, je te laisse aller et je t'écoute. Ben écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais partir de ma petite présentation. Ah, c'est toujours ça avec les Zooms. On a toujours un peu un peu de difficulté à se connecter. Et il ne m'envoie pas prendre toute la bonne place. OK. Bon. Ah, je crois qu'on va l'avoir. C'est merveilleux. Je serais pas tout Ça fonctionne? Super. Oui. Merci. Bon, écoutez, on va commencer par se présenter. WSP, on est qui? Petite boîte née à Montréal, Québec, Montréal, de chez nous, qui a su grandir un peu. On est maintenant un peu plus de 50 000 personnes à travers le monde. Un certain succès. C'est un succès relié beaucoup grâce aux gens qui travaillent dedans, mais aussi parce qu'elle sait innover constamment, puis être à la fine pointe de la technologie, puis se propulser vers le futur, puis essayer de rendre ça le plus présent possible dans nos actions. Je vous parle aujourd'hui du système Ictios, d'un petit peu de la clôture qui vient un petit peu avec souvent, mais ça peut être d'autres clôtures. Mais en gros, le système Ictios, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est pas une boîte carrée, c'est pas une boîte qu'on met à l'eau. Le système Ictios, c'est un concept à la base qui est d'intégrer différentes technologies pour pouvoir répondre à la question: j'ai-tu des poissons qui passent au travers de mon système? J'ai combien de poissons à l'intérieur de l'eau que j'ai en ce moment? Bon, attendez une seconde, il faut que je me ramène de l'autre bord. C'est bien entendu, je vais faire un gros survol rapide, mais en gros, c'est un système de caméra, de bande laser et un tomographe qui doivent se parler constamment à travers un système d'intelligence artificielle. Créé dans le milieu des années 90 à la base, suite à une demande du gouvernement provincial à travers une priorité gouvernementale, de pouvoir répondre à voir combien j'ai de poissons dans mes rivières, comment j'en ai. On a des problèmes à l'époque avec le suivi, on a des problèmes avec la qualité de la donnée, on a des problèmes avec l'accessibilité de ces données-là. On m'a mis un paquet de défis, ça a pris un bon 4-5 ans avant de venir à bout de pondre quelque chose qui commençait à vivre, puis de donner des résultats intéressants. Le système Ictios, c'est un système qui n'arrête pas d'évoluer. C'est un never-ending story. C'est quelque chose qui n'arrête jamais. C'est une histoire qui est toujours en évolution, qui apprend à chaque rivière, qui apprend à chaque situation et qui donne des résultats toujours de mieux en mieux et de plus en plus adaptés aux besoins. Pour lancer ça, je vais vous présenter une petite vidéo, 2 minutes. Je pense que ça fait le tour, mais ça va bien lancer la présentation. Excellent. On part ça. Dans le cadre d'évaluation environnementale, d'études d'impact ou de suivi de population, il est souvent requis de dénombrer la faune aquatique empruntant un cours d'eau ou une passe aménagée. L'utilisation d'un compteur de poissons automatisé, conçu pour être installé dans un milieu naturel ou sur une structure artificielle, permet de mesurer l'impact des aménagements aquatiques, qu'ils soient près de vous ou en région éloignée. Fruit de 10 années de recherche et développement, le système Ictios de WSP permet de suivre en temps réel et à distance le passage des poissons en évitant la capture systématique des individus et le stress qui lui est associé. Ictios est un système unique qui permet l'utilisation simultanée de différentes technologies pour une estimation plus précise et suivi à long terme des populations de poissons. À la base, 3 bandes de détection formant autant de rideaux optiques composent le système, l'ensemble constituant un passage horizontal. C'est en coupant les faisceaux de lumière que les poissons activent les différentes bandes détectrices et un algorithme complexe analyse ces séquences d'activation
pour classer et mesurer les individus. Dans le même temps, une caméra filme chaque passage de poisson. La vidéo enregistrée ainsi que les paramètres du décompte sont ensuite rendus disponibles sur notre interface Web. Un spécialiste peut alors identifier et évaluer chacun des spécimens dans le confort de son bureau ou depuis n'importe quel endroit pourvu d'une connexion Internet. Selon le contexte, le système de base peut également intégrer d'autres technologies de détection comme les PIT tags, la radioidentification, la tomographie et la reconnaissance d'espèces par intelligence artificielle. Chaque rivière est différente. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire chevronnée réalise les projets en s'assurant d'offrir une solution sur mesure pour chacune d'elles. Nous innovons constamment afin de maximiser la rapidité de traitement des données et la fiabilité du système. Wow, c'est vraiment intéressant pour vrai. Moi, j'en ai vu plusieurs dans les dernières années, puis c'est effectivement un système qui est impressionnant et vraiment important, en fait, dans nos suivis de population ici au Québec. Oui, on a eu la chance, je pense, de travailler ensemble sur plusieurs rivières avec la FQSA puis le ministère. Je pense que ça a donné la chance au monde de voir un peu plus qu'est-ce que ça pouvait donner puis jusqu'où ça pouvait aller. Ce qui est intéressant de regarder, comme je disais tout à l'heure, c'est la conversion ou la convergence, je dirais, des systèmes impliqués. C'est un système qui est fait chez nous, comme je disais, à Sherbrooke, par l'unité qui est ici, mais qui a plusieurs inputs qui vont venir de plusieurs unités d'information puis de savoir-faire d'un peu partout chez WSP, qui va être intégré au système. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a, pour être clair pour tout le monde, des systèmes laser qui viennent faire quoi? Bien, ils vont détecter des mouvements, ils vont nous permettre de classer les animaux les poissons en fonction de la longueur. Ils vont aussi nous permettre d'avoir une bonne détermination du sens de déplacement de ce poisson-là. Il va y avoir des systèmes de caméras qui vont faire un suivi 24 heures sur 24 de façon constante de tout ce qui est enregistré sur bande vidéo. L'intelligence artificielle va embarquer là-dedans pour détecter quand est-ce que c'est un poisson, quelle espèce que c'est qui est impliquée là-dedans. On va avoir des systèmes qui vont toujours avec le tomographe, si le monde ne sont pas familiers, je dirais, avec cette technologie-là. En gros, c'est une façon de mesurer la résistance de l'eau par la quantité de gras qu'il y a dans le poisson. En fait, ça nous crée une espèce d'image numérique de son gras. Ça a l'air un peu bizarre, mais ça donne des images intéressantes lorsqu'on les regarde. Mais il faut bien comprendre que tous ces systèmes-là sont des systèmes qui vont nous aider à prendre une décision. C'est un poisson, quel sens qu'il est, sa grosseur, son espèce. Et ça, peu importe l'état de situation dans lequel on va s'être placé. Si je regarde des systèmes visuels, lorsque la turbidité augmente, on se ramasse avec des problèmes assez importants en termes de capacité d'identification, de détecter les poissons. Les systèmes laser vont être plus performants dans ces cas-là parce qu'ils ont une belle grande capacité de pénétration. Mais ça pourrait arriver à la limite que ça ne fonctionne pas non plus. Et là, ça va être le système tomographique qui, lui, peu importe la turbidité, va enregistrer l'événement qui va se passer. Et c'est constamment enregistré 24 heures sur 24. Fait que quand l'analyse se fait, si l'intelligence artificielle ne fonctionne pas adéquatement pour la rivière en question, bien, on va apprendre de cette situation-là par revisionnement par après. Ça doit être des quantités incroyables de données à traiter quand vous recevez ça d'une rivière en question. Ça doit vous prendre des heures et des heures. Ben non, pas tant. Ça a déjà été des heures et des heures, je devrais dire, surtout au début. Mais c'est devenu quelque chose qui est très structuré puis très automatisé. Beaucoup d'intelligence artificielle, ça ne se fait pas live sur le site, ça se fait à distance. Okay.
mais ça nous donnait des défis intéressants en termes de données. Vous voyez, ça, c'est un cas lors de son développement, entre autres, où on vérifiait nos données qu'on avait pour savoir lesquelles étaient les bonnes dans une passe migratoire qui était à Matane, où là-bas, on peut facilement mesurer chacun des poissons qui sont dans la trappe en avant, figurer sa grandeur, puis son âge, tout ce qu'on veut faire avec. Et on les lâche dans le système, un par derrière l'autre ou en groupe. Et là, moi, ce que j'ai, c'est que j'enregistre mon poisson qui doit passer là-dedans, puis de déterminer la même proportion que ce que j'ai enregistré avant manuellement. Peut-être pas dans le même sens, ou peut-être pas dans le même ordre, mais toujours, il fallait que je colle l'électronique à la réalité que j'avais. Et c'est comme ça qu'on a développé ça. C'est vraiment le genre d'expérience sur le terrain qui vous a permis de confirmer l'exactitude, en fait, de votre technologie que vous aviez développée. Tout à fait. C'était là que ça s'est joué le plus. Bien entendu, on n'est pas toujours dans une passe migratoire. On peut le faire dans une rivière. Par exemple, ici, on est sur la rivière Petit-Saguenay. Mais cet endroit-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une installation qui va être plus permanente dans la rivière, parce que c'est une rivière qu'on veut suivre d'année en année ou pendant plusieurs années. Donc, c'est un bloc de béton qu'on a installé avec des barrières d'amener de concentration du poisson vers un point. Et le poisson va choisir de passer à travers la seule ouverture qui existe, qui est le compteur. D'ailleurs, je pense un de ses grands avantages, c'est qu'il ne stresse pas notre poisson. Le poisson trouve facilement l'ouverture, passe au travers sans aucun stress, comme vous pouvez voir dans la passe, dans la vidéo, et va être compté, mesuré, enregistré, tout ce que vous voulez. On peut le vérifier par après. Les données restent permanentes, si on veut, dans le système. Est-ce que si un poisson monte et il décide de redescendre, est-ce que vous êtes en mesure de le reconnaître? Dans le sens dans lequel il se déplace, ça va être facile de le voir. Même, je te dirais que c'est beaucoup, quand on regarde des enregistrements faits par le système, de jour, les poissons passent extrêmement facilement. De nuit, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle devant l'ouverture, en amont de l'ouverture, parce que là, il va rentrer, sortir, passer, revenir sur lui-même, redescendre encore une fois. Le système va simplement faire plus 1, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, moins 1, plus 1. Il va simplement additionner dans le sens qui s'en va. Et la vidéo, généralement, qui vient avec, nous permet de savoir si c'est le même individu ou pas. Et si on a des doutes, on peut demander au système de nous envoyer l'ensemble de la séquence, et non pas juste la séquence que lui a jugé bon que le poisson était passé, mais l'ensemble, la demi-heure, l'heure qui s'est passé l'événement, et visionner toute l'heure. Donc, c'est une façon d'être extrêmement efficace et solide quand on donne une donnée. Ça s'installe à peu près partout. Sur une petite rivière à 30 mètres de large, genre là, sur la rivière du Gouffre, avec un bloc de béton, ou on peut aller sur des rivières beaucoup plus grandes, 450 mètres de large, qui est la rivière Romaine, par exemple, où on a installé un système semblable à ça. Le système Ichthyosaurus n'a pas vraiment de problématique à opérer à 1 mètre sous l'eau ou à 35 mètres, 40 mètres sous l'eau. En fait, la limite, elle serait plus autour de 50 mètres. Il est conçu pour résister aux pressions, mais ça va dépendre des espèces de poissons qu'on va enregistrer ou qu'on va travailler avec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'installer tout un système, puis qu'à un moment donné, ça part avec le courant ou qu'il arrive vraiment un incident comme ça sur une rivière? Ça nous est arrivé plusieurs fois pour toutes sortes de choses, mais c'est pas le système ne part jamais, en fait. Étrangement, ça doit être parce que j'y tiens beaucoup. Il n'a jamais été vraiment décollé. C'est plus les installations qu'il y avait à gauche, en rive droite et en rive gauche du système qui finissent par arracher. Okay. Les clôtures conventionnelles en barrière de métal des fois, ont plus de misère à rester en place parce qu'elles se battent vraiment contre le courant pour rester là. Les clôtures qu'on voit, par exemple, sur la photo, c'est des clôtures ancrées au fond, que quand la vélocité devient trop grande, elles vont caler. Et on sait que le comportement du saumon fait en sorte que quand la vélocité augmente, le saumon se déplace vers les rives et va descendre un peu plus vers le fond. Donc, la clôture est designée pour suivre les profondeurs auxquelles le saumon va se placer. Ce qui fait que s'il se déplaçait vers l'amont pareil, il va se déplacer sur le côté. Les clôtures vont rester plus élevées sur le côté. Okay. Et ça va orienter le poisson vers
à suivre le dessous de la clôture jusqu'à l'ouverture pour passer sous la clôture. Ils ne passent pas par-dessus, ils ne passent pas parce qu'il y a un courant fort. Souvent, les courants forts ou les événements qui pourraient nous amener à douter vont augmenter la turbidité, vont faire des vélocités trop élevées, ou bien pas seulement pour empêcher ce monde de monter, mais il a envie plus d'arrêter, lui, tout simplement, pendant ce temps-là. OK. Ça, c'est des expériences qu'on avait faites avec des pit tags et de la radiotélémétrie là-dessus. Comme ça, on a trouvé que ça ne servait à rien de se battre avec le saumon là-dessus. Les clôtures qu'on a là sont extrêmement couchées, très longues, couchées de façon à ce que le saumon halle dessous et n'a pas le réflexe de regarder en haut, de passer par en haut, de reculer. Lui, il cherche tant qu'il peut avancer vers une ouverture, il va le faire. Et simplement passer au niveau comportemental à travers le système. C'est extrêmement efficace pour ce genre de système-là. Ah, c'est vraiment intéressant, mais très impressionnant aussi. On ne pogne pas nécessairement toujours du poisson. Des fois, on a d'autres invités. Là, on a un castor qui se permet de venir nous voir. C'est un peu une bête noire. En fait, les castors puis les remusqués sont des animaux qu'on surveille de près parce que des fois, ils ont la mauvaise habitude de venir soit essayer de faire leur barrage à la barrière à côté, soit s'installer, décider de mieux gruger, de mieux affiler leurs dents, mais sur nos fils électriques, c'est moins le fun un peu. Ça nous massacre l'électronique embarquée. On va se ramasser aussi avec des oiseaux. On va souvent voir des cormorans, des canards, des bancs de poissons, bien entendu, de plus petits poissons. Ça devient extrêmement spécial à compter. Puis est-ce que votre système, justement, reconnaît aussi les différentes espèces de poissons? De plus en plus, en fait, plus le système est utilisé dans le temps, plus, comme je disais tout à l'heure, il va apprendre. Par exemple, le système il est installé au Québec. On travaille beaucoup sur le saumon, mais on travaille récemment sur d'autres espèces comme le poisson castor, la perche chaude, le doré, le brochet. On lui a appris à reconnaître ces espèces-là et il les reconnaît de plusieurs façons. Quand je me suis ramassé en Europe, quand on se déploie en Europe, on travaille avec toute une autre gamme d'espèces de poissons. Et le système d'intelligence artificielle va nous donner nous adapter. On doit adapter la banque de données pour qu'elle fonctionne avec ça. Mais encore une fois, plus longtemps un système est en opération, plus précis il devient à fonctionner. Je disais tout à l'heure, l'installation en Europe, on est sur la VES dans ce moment. La photo que vous avez là, quand je dis on regarde aussi les installations, je vous avais vu depuis le début des blocs de béton, des passes migratoires. Là, on a une base migratoire en Belgique qui fait une petite partie, mais qui est très large comme passe migratoire. Là, on fallait installer des systèmes qui permettaient d'aller porter la glycose puis le ressortir complètement sur le bord sans que personne se fasse mal au dos à tout bout de champ, suite à des événements. Dans des faits un peu weird de choses qui passent au travers, je pense qu'on en parlait un petit peu avant, plusieurs centaines d'oranges. C'est oui. Savoir qu'est-ce qui se passait, quelqu'un qui jouait avec nous autres. Mais non, c'était un camion qui avait eu un accident au-dessus d'un pont, puis il a déversé son contenu qui était des oranges dans la rivière. Et on s'est ramassé plusieurs heures d'oranges à passer au travers le système. Assez spécial. J'avoue que vous avez dû faire le saut pas mal en voyant ça. Je ne sais pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle a pu vous identifier comme poisson. Ça renvoie non identifié, s'il vous plaît, regardez. Bien entendu, je disais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis le début. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment le système dernier cri. C'est des caméras vraiment de plus haute définition qui vont nous donner des images de meilleure qualité, mais surtout une vision de ce qui se passe en amont et en aval en même temps dans une même caméra. Donc, on voit s'il y a des hésitations, si l'animal reste longtemps, si le poisson reste longtemps en amont ou s'il parque en aval. On a une bonne idée de ce qui se passe. Là, on avait un Touladi qui vient de passer au travers. Dans des conditions plus turbides,
OK. Plus difficile un peu. Là, cette vidéo-là est intéressante pour certaines affaires. Ça va montrer un petit peu aux gens quand on prend des mesures. Les mesures qu'on prend sur les poissons sont faites de plusieurs façons. C'est sûr que la première chose qu'on cherche à faire, c'est classer les poissons. Dans le cas du saumon qu'on suit présentement, comme il y en vient d'en passer un, le système va nous donner plein d'informations. Mais je vais l'arrêter un petit peu. Je vais circuler ça un peu. Ça va vous permettre de voir un peu. Il y a un petit lag. Je vais essayer de le placer. Bon, il ne lâche pas de reculons habituellement. On voit, vous voyez, sur le menton, par exemple, il y a une petite ligne rouge qui apparaît là, juste à cet endroit-là. Et vous voyez sur la queue une autre ligne rouge qui est l'action des lasers. Entre les lasers, on sait qu'il y a 53 cm précisément entre les bords. On a un poisson là, de 55 cm. Il va être classé. On sait que c'est un grill. On sait que ce n'est pas un grand saumon. Automatiquement, pour avoir un grand saumon, ça en prend un qui va couper les 3 bornes en même temps. Qui est 3 bornes OK, il y a une troisième cm. barre comme ça, vous savez quand est-ce que c'est un grand Exactement, saumon. on la voit là, je recule un petit peu quand il commence à éclairer la queue, là, tu vois un autre spot qui apparaît. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de précision, surtout pour le classement. L'évaluation des longueurs, c'est quelque chose qui va dépendre beaucoup des conditions. On a plusieurs algorithmes maintenant qui le travaillent, mais son classement, généralement, si c'est un grilse ou un grand saumon, à partir du moment où on sait qu'un grand saumon, c'est 63 cm et plus, on va savoir exactement qu'on a affaire à un grand saumon. C'est le fun parce qu'on a toujours un classement. Oui, effectivement. On est sûr de ce qu'on a classé. Si on n'est pas sûr de sa longueur, on est au moins sûr que si c'est un grand ou c'est un grilse. Ben oui, puis si on pense au saumon, c'est majeur en fait pour pouvoir faire le suivi, le plan de gestion pour les différentes rivières, de savoir si c'est des grands ou des grilles, c'est vraiment une information essentielle. Pour ce qui va rester, surtout combien d'œufs qui va être laissé sur les sites, ça aide beaucoup à les évaluer. Yes. Quand je parle d'adaptation, le système, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser, vous voyez depuis le début une boîte carrée là, qui fait ça, mais on peut adapter le système à différentes conditions. Là, c'est 3 passes migratoires qui sont dans le nord. On est un peu n'importe où. On est à la baie Déception, on est vraiment sur le nord du Québec, là, la pointe en haut. Communication satellite, énergie solaire, énergie éolienne, on peut s'installer avec une multitude de possibilités. La seule condition qui est importante pour Ichthyos, c'est de rester en communication avec la maison mère, soit par satellite, soit par cellulaire, peu importe. C'est ce qui va venir moduler le besoin comme tel. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'imagine, avec justement toute la technologie, la disponibilité, disons, des connexions satellites ou autres, j'imagine que ça vous facilite la vie, mais c'est assez récent. Récent, oui, puis non. Je te dirais que dès les années, début des années 2000, on était capable de faire des liens satellitaires avec des coupoles. Donc, on travaillait tellement au nord pareil, à plein d'endroits où il n'y avait pas de contact. C'est juste que le coût d'opération était légèrement plus élevé parce que dans les données satellites, ça coûte cher à transporter par là. Maintenant, c'est un peu moins cher. On trouve aussi les meilleures façons d'être présenté auprès des clients, dépendant des personnes, dépendant des besoins, qu'est-ce qu'on va rechercher, qu'est-ce qui va être demandé. On peut le présenter d'une multitude de façons pour les gens. Donc, ça, c'est une façon de le voir. Il y a bien entendu la donnée automatisée que l'appareil a comptée puis vous envoie. Il y a aussi, après ça, il y a un paquet d'informations qui va être traité par nos biologistes, nos spécialistes à nous, live, parce que la donnée est toujours envoyée au bureau de Sherbrooke, dans n'importe quelle machine. L'ensemble des machines communiquent constamment avec le bureau de Sherbrooke, ce qui nous permet de tenir tout le temps des machines live. S'il y a un pépin qui arrive, on le sait. Si une bûche rentre dans la machine, puis ça bloque le système, on le sait, on peut envoyer quelqu'un. On rappelle les gens qui sont proches. Peux-tu nettoyer? Peux-tu aller enlever des bûches? Il y a moyen d'agir constamment, on le voit rapidement. Oui, c'est ça. J'imagine comme un peu dans chacune des installations, vous êtes toujours en association un peu avec des organismes locaux ou des entreprises locales pour pouvoir faire le ménage régulièrement. Ça, on n'a pas le choix. C'est quelque chose qu'on amène les gens beaucoup à être avec nous là-dedans. On ne veut pas arriver et dire, toi de là, on va tout faire.
On a besoin des gens sur place, c'est ce qui permet de, réduire les coûts d'exploitation de ce genre de système-là. Ça va être précis, mais on a besoin des gens encore sur place pareil pour pouvoir faire l'entretien de cette machine-là. L'idée dans ça, c'est qu'on ne veut pas créer de perturbations auprès des poissons ou des espèces qui vont passer au travers. Pas de stress. On parle toujours d'être le mieux adapté possible. Je vous ai présenté un anguille qui passait pendant qu'on se parlait dans le système. C'est probablement la plus grosse bête noire, non pas du système, mais de tout système de comptage, tout court, un anguille, parce que ça se faufile partout, n'importe comment. Ça peut passer sur les côtés de la machine, ça passe dans les craques de clôture, ça passe vraiment n'importe où, pas facile à passer. Et toujours en pensant au système Ichthyosis, puis c'est là que je te présente dans l'ensemble de l'œuvre, je ne vous dis pas penser nécessairement à une boîte carrée. Ben, on a des clients qui sont en Allemagne qui nous ont demandé de compter les poissons, les anguilles qui dévalaient, mais de surtout le développer avec eux un système pour les faire bypasser, pour pas qu'ils rentrent dans une turbine, pour pas qu'ils passent d'une anguille à plusieurs morceaux d'anguille. C'était idéal. Effectivement. Ça a amené ça une situation où ça nous a poussé à développer le système Ichthyosis qui est sur 3 bandes, à amener un système Ichthyosis qui est sur 6 bandes. La petite vidéo que je vous présente, vous voyez un petit peu comment c'est fait. C'est un capteur qui intervient, qui capture les anguilles qui dévalent, rentre dans un aspirateur, qui est une espèce de système comme vous voyez à l'écran. Et nous, ce qu'il faut, c'est les classer, s'assurer qu'ils ne résistent pas. On voit qu'ils peuvent résister au courant d'eau à l'intérieur, qu'ils vont passer au travers le système. Et on voit le système à 6 bandes quand l'anguille passe au travers le système, les dévale tout simplement. Mais c'est juste pour vous ouvrir un peu le monde de possibilités que ce genre de système-là peut vous amener puis montrer sa flexibilité. Ben, j'avoue que je suis très impressionnée. Donc, écoute, moi, je te remercie d'aider avec des questions. Il ne faut pas se gêner. Ça fait un peu le tour de la présentation pour ce soir, mais je suis ouvert à toutes les questions. C'est super. Hey, Richard, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces images et ces informations sur le système Ichthyosis, donc, dont on se sert sur de nombreuses rivières ici au Québec pour le saumon, mais à plein d'autres endroits pour faire des décomptes de poissons. Je ne sais pas si... il y a des questions. N'hésitez pas encore une fois, là, on utilise le chat. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire de vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Déjà pas mal de questions, Myriam. Je pense que le sujet est super intéressant, puis ça amène des discussions chez les gens. Donc, je vais y aller avec une première question. C'est est-ce que le système fonctionne bien de nuit aussi? Il y a un système d'éclairage infrarouge à l'intérieur du système. Il n'y a aucune différence pour le système, que ce soit de nuit ou de jour. C'est pareil. Les images que vous voyez quand vous voyez le ruban rouge, quand je vous présentais la vidéo, là, la dernière image que je vous ai présentée, c'est ce qu'on voit à travers quand on la regarde le live avec nos yeux. Mais il y a tout un système d'éclairage en infrarouge qui vient compléter l'information. Ça ne change absolument rien pour le système. Je dirais même quelque chose, c'est peut-être plus facile même la nuit parce que je n'ai pas de contraintes d'ensoleillement. Merci. On va y aller avec une autre question. C'est lors des crues rapides, comment réagissent les barrières? Descendre légèrement selon la pression que tu. Une barrière faite par nous dans ce système-là est toujours en équilibre. On trouve le niveau d'eau. Le 95 du temps d'opération durant la barrière, on va trouver les niveaux d'eau et les vélocités qu'il va y avoir dans la rivière. Et quand il arrive les événements sporadiques ou extrêmes, la barrière va se coucher vers le fond. Mais pas nécessairement jusqu'au fond. Il faut comprendre que c'est comme un peu 18 à 24 pouces d'espace au fond. Quand la clôture est au maximum couchée, elle ne va jamais aller toucher au fond. Elle va rester à 24 à 36 pouces au-dessus de la surface. Au-dessus du fond de la rivière. Et c'est là-dedans qu'elle va capturer les poissons s'ils montent. Mais en général, ils ne montent pas. Merci. J'ai une question de Antoine, notre chargé de projet. Donc, Antoine, je te laisse la poser toi-même. Bon, merci Richard pour la présentation. C'est toujours vraiment passionnant de voir des images sous-marines avec ce type de système-là. Alors,
une question un peu à 100 dans l'avenir, avec un tel système, puis avec, mettons, un système d'analyse d'image, avec l'intelligence artificielle et la capacité de calcul qui augmente beaucoup de nos jours, est-ce que tu penses qu'il va être possible de suivre un individu en particulier, donc un saumon par son pattern d'écaille, par exemple, puis de suivre sa montaison année après année? Écoute, je peux pas dire non, mais je serais surpris d'en arriver là dans les 10 prochaines années, je dirais. Pourquoi? Ben, c'est la qualité d'image qui est ramassée, l'analyse qu'on peut en faire a une certaine précision, mais les conditions dans lesquelles on prend la mesure ou la donnée varient constamment. Ce qui fait que la même précision d'une image à l'autre n'est pas toujours là. Même quand je travaille avec des images 4K sous l'eau, ben, je veux bien, mais je ne peux pas être plus précis que la turbidité me permet de l'être. Donc, je suis comme un peu limité par l'environnement dans lequel je suis. Par contre, l'intelligence artificielle, si tu me demandes de reconnaître un poisson par son nom, par son visage ou par son pattern, bien sûr, il pourrait le faire. Le problème, c'est que c'est facile dans l'air, dans l'eau. Les conditions changent rapidement, puis ça vient changer, ça vient flouer les choses. Merci, Richard. Je crois qu'Antoine aurait une autre question encore à 100 OK. OK, bien, j'imagine que c'est ça, ces systèmes-là, ils coûtent assez cher actuellement, mais avec la baisse du coût de ces systèmes-là, tu verrais-tu un bon côté d'en installer plusieurs dans une rivière pour comprendre mieux le comportement d'un saumon à l'intérieur même de la rivière? Ben, écoute, ça m'est arrivé d'avoir des projets comme ça. Parce que ces systèmes-là, on ne les vend pas. En général, on les loue, ce qui les rend plus abordables un peu, je dirais. Mais ça m'est arrivé d'installer dans plusieurs rivières, dans plusieurs places dans une rivière. Et puis, effectivement, on voit des changements dans les patterns de migration. Ça nous donne des indications de combien de poissons s'en vont sur une autre partie de rivière ou dans un bras de rivière en question. C'est là que les informations vont être extrêmement intéressantes à voir. Et j'ai déjà eu l'occasion de remarquer dans un projet, entre autres, que certaines grosseurs de saumon prenaient un bras de rivière particulier, alors que les autres continuaient tout droit. Donc, on avait deux populations très distinctes au niveau phénotypique. On avait un bras de rivière qui avait des poissons vraiment plus gros pour la même espèce que dans le bras principal. Mais on trouve toutes sortes d'informations. Il faut savoir poser la question puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui a des avantages, c'est sûr. À cette heure, la réduction du coût d'opération à cause du prix, ben, c'est quelque chose qu'on doit regarder, mais comme c'est un never-ending story, le projet Ichthyos, ben, c'est un projet qui se tient constamment à la fine pointe de la technologie. Donc, ouais, le produit à la même unité, tu me demanderais de produire une unité que je produisais en 1999. Pas cher. Pas cher, mais ça vaut pas cher. Ben, c'est pas mal pas performant à côté de ce qu'on fait aujourd'hui. Puis à côté de la machine que tu avais à l'époque, il fallait que tu ne pas bien loin aujourd'hui. C'est les communications, la donnée, l'analyse AI qui vient donner de l'information de fun. Je dirais que la machine, dans le temps, elle a juste augmenté. Hein. Pas nécessairement tant son prix de location, mais son prix de fabrication a augmenté beaucoup. Puis bon, il y a toutes sortes de choses dans ça. Il y a beaucoup de recherche et développement en arrière. Là. Merci. On va continuer avec les questions du public. Il y en a encore quelques-unes. Peut-être qu'on va y aller avec de 3 à 5 là, selon le temps de réponse. Donc, j'ai une question de Michel ici. À quelle fréquence les gestionnaires de rivières ont les résultats? Ils ont un résultat partiel. Ils pourraient les avoir live, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils rentrent sur un site web. Les résultats analysés, généralement, on essaye de suivre les gens au jour le jour. Des fois, on a certains retards parce qu'il y en a beaucoup. Peu importe, ça va dépendre des différentes raisons. Mais en général, dans la semaine qui suit, ils ont les résultats plus finaux. Mais on a une forte impression de la tendance qui se passe. La machine n'envoie généralement pas de faux décompte. Elle est plutôt sévère. Elle va envoyer plusieurs incertitudes, mais elle envoie ça aux biologistes qui sont ici en place pour savoir, hey, ça, je pense en est un, peux-tu vérifier, est-tu vraiment passé ou il n'est pas passé d'après toi? Donc, il prend les décisions et la machine d'après. D'accord. On avait une autre question? Oui, qui va un peu dans la même
vague, là, en fait, tu évaluerais le pourcentage d'erreur du compteur à combien? Ben, ça va se décliner selon deux grandes lignes. Je vais te dire, le compteur, si le poisson passe dans le compteur, que le poisson a plus de 4 cm, ben, le compteur, par lui-même, va te donner un résultat au-delà de 90 Si je le travaille, si on prend la donnée et on dit, OK, on a peut-être nos susceptibilités avec ça, ça va dépendre de la sensibilité auquel on va le placer, et que je mets les biologistes qui disent, OK, regarde, allez voir les données de base en arrière de ça, ben, elles vont se rapprocher de plus en plus du 100 Je ne veux pas dire que c'est 100 mais si le poisson passe au travers, il ne peut pas passer sans qu'on ait allumé quelque chose. Merci. On va y aller avec une dernière question. En fait, ce système est implanté dans combien de rivières au Québec présentement? Ben là, présentement, c'est en hiver, pas beaucoup. C'est plutôt tranquille. L'année passée, Par année. on en avait 6, je pense, qui étaient en place au Québec. Mais j'en ai un peu partout. J'en ai en Belgique, j'en ai en France, j'en ai en Angleterre, j'en ai en Allemagne, j'en ai dans l'Ouest, j'en ai plusieurs endroits. Aux États-Unis, j'en ai vraiment plusieurs. Hey, merci beaucoup, Richard. Les gens là, écrivent dans le chat présentation très intéressante. Merci. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Là, on n'a pas le temps de toutes les répondre, mais s'il y a des questions plus précises, peut-être écrire chez nous là, à la FQSA, puis on pourra te faire suivre les questions par la suite. Pas de problème, ça me fait plaisir de répondre. Bien, effectivement, on voit qu'il y a de l'intérêt pour le sujet, quitte à ce qu'on fasse une autre section l'année prochaine ou dans un autre contexte. Mais vraiment, merci beaucoup, Richard. C'était super intéressant. Notre communauté a beaucoup apprécié aussi, comme tu le vois. Donc, je te souhaite une excellente fin de soirée. Merci encore. Ben, c'est moi qui te remercie, puis lâchez pas. Parfait. Wow. Bien, en tout cas, merci encore une fois. Merci à Richard, mais merci aussi à Antoine et Alexandra qui nous ont offert tous des belles présentations à caractère scientifique, encore une fois, aujourd'hui. Merci à vous autres d'avoir été présents. J'en profite pour remercier encore une fois nos précieux commanditaires que sont le ministère Forêt Faune Parc, Yeti, Timber & Fins, la distillerie de Québec. N'oubliez pas, ce drink que j'ai bu au rhum était délicieux. Les mouches Neptune et WSP, donc des précieux partenaires qui rendent de la tenue de la semaine de la pêche à la mouche possible pour cette deuxième édition. Je voulais aussi vous mentionner que parmi tous les détenteurs de billets qui auront assisté à n'importe laquelle des présentations cette semaine, on va faire tirer des beaux prix que voici. On fait tirer un magnifique sac Yeti, beau sac étanche. On va également faire tirer, à qui les autres chanceux, un magnifique ensemble très carré, donc 2 gins très carrés de la distillerie de Québec, bien évidemment. Et peut-être, comme vous l'avez vu hier, un magnifique tapis de montage de mouches en cuir de Timber & Fins. Donc, on va faire tirer, en plus de ça, 2 ensembles Saumon Québec qui inclut un chandail et un membership de la FQSA pour une année. Alors, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été présents. On se voit demain. Ce sera une autre soirée animée par notre président Normand Fizet et qui va recevoir Raphaël Magnan sur le choix des différentes cannes à moucher. Donc, avis aux intéressés. Merci beaucoup et bonne soirée!